Bonjour à tous, donc je m'appelle Laure Buffard. Je suis kinésithérapeute à l'hôpital Nord à Marseille, donc en région PACA, en service de pneumologie maladies rares. Donc c'est le service de référence de la région pour la fibrose et notamment la fibrose pulmonaire. Et c'est également le service des greffes, de la transplantation pulmonaire. Merci à l'association là de me permettre d'intervenir. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, on aura un petit temps d'échange à la fin de la présentation pour les éventuelles questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vais mettre mon diaporama. Donc n'hésitez pas pareil à me dire si ça fonctionne pas. Normalement, vous devriez avoir le diaporama là qui s'affiche. Hop, qui se met. Voilà. Du coup, on va parler aujourd'hui évidemment de fibrose pulmonaire hein, et plus particulièrement des explorations fonctionnelles respiratoires, qui sont l'ensemble des examens que vous allez rencontrer au cours du diagnostic et puis du suivi de votre maladie, et qui sont importantes à comprendre un petit peu pour savoir pourquoi on vous fait faire tous ces examens, à quoi ça nous sert et comment ça se passe et comment on peut les interpréter. Donc, avant de parler de ces explorations fonctionnelles respiratoires, évidemment, il faut qu'on refasse un petit point sur la physiologie respiratoire, comment les poumons fonctionnent et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une fibrose pour justement mieux comprendre ces examens ensuite. Donc, si on repart de la base, en physiologie respiratoire, les poumons, ils vont avoir un rôle d'échangeur. Donc, leur rôle principal, ça va être d'assurer le déplacement des gaz respiratoires. Donc, les gaz respiratoires, qu'est-ce que c'est? Ça va être d'apporter de l'oxygène à l'organisme et d'éliminer le CO2, d'éliminer le gaz carbonique. Donc ça, c'est vraiment le rôle principal du poumon. Et ces poumons, ils vont s'associer à un ensemble d'éléments qu'on appelle la pompe respiratoire, qui va assurer leur fonctionnement. Donc cette pompe respiratoire, qu'est-ce que c'est? Ça va être le système nerveux central. En gros, c'est le cerveau qui va donner un ordre aux muscles pour assurer cette respiration. Ensuite, on a besoin évidemment des muscles respiratoires, donc les muscles qui se situent autour du poumon, qui vont permettre de modifier la forme de la cage thoracique. On a besoin également de la cage thoracique, donc c'est les côtes, le sternum, c'est en fait le contenant des deux poumons. Et on va avoir besoin de la plèvre. La plèvre, globalement, c'est l'enveloppe du poumon, et c'est ce qui permet de faire le lien entre la cage thoracique et le poumon. C'est pour ça que tous ces éléments sont interdépendants les uns avec les autres. Alors, Voilà, pardon. Ensuite, si on se focalise un petit peu plus sur la respiration en elle-même, la respiration, ça va être l'addition de plusieurs étapes et en fait de deux phénomènes principaux. Le premier phénomène qui va se passer quand on respire, c'est la ventilation. La ventilation, c'est simplement la circulation de l'air à l'intérieur des poumons. Et donc, c'est le fait que l'air arrive de l'atmosphère, hein, arrive de l'air ambiant et va parvenir en remontant tous les tuyaux jusqu'aux alvéoles. Les alvéoles, qu'est-ce que c'est? On le voit sur l'image là à droite. C'est le fond du poumon, en fait, le bout du tuyau. Et c'est ces petits sacs là qui ressemblent un petit peu à des sacs de billes. Donc en gros, l'air va rentrer au niveau de la trachée, hein, par le nez, par la bouche. Et ensuite, le poumon va se diviser en plusieurs tuyaux, donc les bronches souches, les bronches, puis ça va arriver au niveau des bronchioles terminales et au niveau des alvéoles. Si l'air il arrive au niveau des alvéoles, mais que après il se passe rien d'autre, en fait la respiration elle est pas complète. Donc cette ventilation en fait elle va dépendre de plusieurs paramètres, hein. Elle va dépendre du volume courant. Quand vous écoutez cette présentation, vous êtes tous en train de respirer hein, de manière inconsciente ou consciente, et vous utilisez un certain volume qui correspond normalement, sauf si certains d'entre vous sont en train de faire du sport en même temps, mais je ne pense pas, qui correspond à un volume de repos, une respiration de repos, avec un volume qui correspond à une petite capacité du poumon, qui est le volume courant. Donc c'est le volume qu'on voit ici. Donc là, je souffle, j'inspire, avec ce volume courant qu'on va appeler VC, ou qu'on va appeler VT, certaines fois, pour l'appellation en anglais tidal volume. Donc la ventilation, ça dépend de ce volume courant, donc la quantité d'air qu'on inspire et qu'on expire, et ça dépend également de la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, c'est le nombre de cycles respiratoires qu'on va faire par minute, en sachant qu'un cycle respiratoire, c'est donc une inspiration et une expiration.
Donc ce que je disais, c'est que la respiration, ça va donc dépendre de la ventilation, de l'air qui arrive dans les alvéoles, mais ça va aussi dépendre ensuite de, comment cet air va se diffuser dans l'organisme. Donc avant d'expliquer un petit peu plus cette étape-là de diffusion, il faut qu'on comprenne bien ce schéma-là parce que en fait, ça va être le plus important ensuite, à comprendre pour pouvoir interpréter les EFR. Donc si on repart de notre volume courant, là, vous êtes en train de respirer normalement, hein, vous inspirez, vous soufflez, vous inspirez, vous soufflez. Si je vous demande là de prendre, le maximum d'air possible, vous avez une capacité, à inspirer ici un volume d'air plus important qui correspond à un volume de réserve inspiratoire. C'est-à-dire j'inspire au maximum, je vais monter jusqu'à un certain point et ça, c'est mon volume de réserve inspiratoire. C'est exactement la même chose dans l'autre sens. Si là, aujourd'hui, vous êtes dans le volume courant et je vous demande de souffler au maximum, vous allez être capable de vider une certaine quantité d'air qui correspond au volume de réserve expiratoire. Expiration quand on vide l'air. La somme de ces deux volumes, quand j'inspire au maximum et puis quand je souffle au maximum, c'est ce qu'on appelle la capacité vitale. C'est les volumes qu'on est capable de mobiliser, qu'on est capable d'inspirer et de souffler. Quand je suis tout au bout, ici, là, de mon volume de réserve expiratoire, c'est-à-dire quand j'ai soufflé tout mon air, en fait, il va toujours rester une certaine quantité d'air à l'intérieur du poumon. Ça, c'est normal, hein, c'est pas à cause de la fibrose, hein, c'est chez tout le monde, c'est physiologique. Sinon, ça veut dire que les poumons, à la fin de l'expiration, ils seraient vraiment tout ratatinés, tout raplapla, et ils sont quand même toujours un petit peu gonflés. Et ça, c'est grâce à un volume d'air qu'on appelle le volume résiduel. C'est la quantité d'air qui reste à l'intérieur du poumon quand on a fini de souffler complètement. Et la somme de ces deux volumes, la capacité vitale et le volume résiduel, c'est ce qu'on appelle la capacité pulmonaire totale. Donc la capacité vitale, c'est ce qu'on est capable d'inspirer et de souffler, et la capacité pulmonaire complète, totale, c'est ce volume-là, plus le volume qui reste dans le poumon, qui est le volume résiduel. Normalement, si vous avez compris ça, après, en fait, les EFR, ça va vous paraître assez facile. Donc ce que je disais juste avant, c'est que la respiration, elle va aussi dépendre de la diffusion. Donc on appelle ça la diffusion alvéolo-capillaire, c'est-à-dire l'air qui va passer de l'alvéole vers le capillaire sanguin. Donc le capillaire sanguin, c'est le petit tuyau où circule le sang, là, qui se trouve tout autour des alvéoles, qu'on peut schématiser aussi là sur le schéma en bas. Donc l'air, il va arriver dans l'alvéole, hein, dans l'espèce de petit sac, là, de petites billes. Et son objectif, ça va être de diffuser l'oxygène dans le sang et de récupérer le gaz carbonique. Donc ce phénomène de diffusion, il va dépendre de plusieurs choses. Il va dépendre évidemment du nombre d'alvéoles, puisque plus on a d'alvéoles, plus on a de petits sacs là, évidemment plus on va avoir d'air qui vont arriver au niveau des capillaires sanguins. Et donc ça, on en a environ 300 millions, hein, on a beaucoup d'alvéoles. Ça va aussi dépendre de la surface d'échange. Donc la surface d'échange, pardon, c'est l'endroit qui se trouve là entre du coup l'alvéole pulmonaire qui est ici et le tuyau et le capillaire sanguin. Cette surface d'échange, elle est aussi assez importante, hein, puisque ça fait 80 à 100 mètres carrés si on le met à plat en additionnant toutes ces surfaces d'échange. Ça va dépendre également de l'épaisseur de la membrane. Donc la membrane, ce que je disais, c'est que c'est donc la partie qui se trouve entre les deux, là, entre l'alvéole et le capillaire. Et logiquement, plus cette membrane va être épaisse, plus l'oxygène va avoir du mal à diffuser. Et inversement, si vous avez une membrane qui est plus fine, plus perméable, ce sera plus facile. Et en fait, dans la fibrose, alors il y a plein de remaniements qui se passent, hein, mais dans la fibrose, ce qui est le plus impacté, c'est ça en fait, c'est l'épaisseur de cette membrane. Normalement, elle est de 0,2 à 1 micromètre, 1 micron. Et dans la fibrose, malheureusement, cette membrane, elle va être épaissie, ce qui va expliquer un petit peu les problèmes que vous rencontrez ensuite. Cette diffusion, elle dépend donc de la partie air, de la partie poumon avec l'alvéole, et elle va aussi dépendre évidemment de la partie sang, donc ça dépend des globules rouges. Les globules rouges, c'est les petites cellules qu'on voit là, ici schématisées dans le sang, qui ont la capacité de fixer l'oxygène.
qui ont la capacité de fixer les molécules d'oxygène et ensuite de le transporter dans l'organisme. Et donc la diffusion, ça va dépendre du nombre de globules rouges. Si vous n'avez pas assez de globules rouges, ça peut faire baisser cette diffusion. Et ça va aussi dépendre du temps de transit, c'est-à-dire du temps que passe le globule rouge en contact avec son alvéole. Si on dézoome un petit peu, donc là on était à l'échelle de l'alvéole, vraiment ce qui se passe, si on dézoome un petit peu et qu'on regarde à l'échelle du corps entier, à l'échelle de l'organisme, cet oxygène, il va servir et il va circuler dans tout l'organisme. Donc, on a dit, on respire de l'air, on va respirer de l'oxygène, qui va diffuser via cette membrane au niveau des capillaires pulmonaires qui se trouvent ici. Et donc, le sang, ensuite, va être chargé en oxygène et va partir vers le cœur, vers la partie gauche du cœur, et c'est le cœur gauche qui va être responsable d'envoyer le sang chargé en oxygène, le sang riche, à l'ensemble de l'organisme via un gros vaisseau là, qui s'appelle l'aorte, et ensuite amener de l'oxygène du coup pour tout le fonctionnement des organes, pour les cellules. À l'inverse, ces cellules, elles vont fonctionner, elles vont rejeter du dioxyde de carbone, ça va remonter vers le cœur par les veines, par la veine cave, et du cœur, ça va repartir au poumon par les artères pulmonaires, et ensuite, on a de nouveau cette étape d'échange gazeux. Le schéma sur la droite, c'est exactement la même chose, mais c'est un petit peu plus schématisé. On a donc l'apport d'oxygène, on a bien la ventilation et la diffusion qui interviennent entre l'alvéole et le capillaire. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans la fibrose, si on parle un petit peu de votre maladie? Il va y avoir des déficits qui vont se situer au niveau de ces deux étapes, au niveau de la ventilation, mais également au niveau de la diffusion. Ce qui se passe au niveau de la ventilation, c'est qu'on a une diminution de la compliance du poumon. Donc la compliance, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la capacité du poumon à se déformer, à se gonfler et à revenir dans sa position initiale. Donc sur un poumon fibrosé, on a du tissu cicatriciel, du tissu qui est trop épais, chargé en collagène, et donc le poumon, c'est un peu, si on schématise, un petit peu comme une éponge qu'on aurait laissé un petit peu sécher au soleil, et donc forcément, il va avoir du mal à se gonfler et à se vider. Donc on va avoir moins d'air qui va arriver à l'intérieur des alvéoles. La deuxième chose qui va se passer, c'est que la membrane, c'est-à-dire la partie entre l'alvéole et le capillaire, elle va être épaissie. Si on zoome là au microscope, sur les images ici, on a les alvéoles, donc l'air qui va arriver là, et ensuite les capillaires qui se trouvent dans cette membrane. Et dans la fibrose, c'est le schéma en violet, on a bien les alvéoles, mais qui sont un petit peu écrasés, écrabouillés dans tous les sens. Et on a ce tissu fibreux là qui se développe et qui va gêner du coup le passage de l'oxygène. Si on parle un petit peu plus du coup des échanges gazeux dans la fibrose, pour expliquer un petit peu le problème, on a besoin un petit peu de ces schémas-là. Donc là, ça paraît un petit peu barbare comme ça, mais je vais vous l'expliquer. Donc la partie à gauche, c'est un sujet sain, quelqu'un qui n'a pas de maladie respiratoire. On va avoir dans cette situation-là, en haut à gauche, un patient qui est au repos. Donc il est au repos, il respire, l'oxygène va arriver au niveau de l'alvéole, et on a dit que le sang revient du cœur, donc le sang arrive, le globule rouge arrive, et le rôle du globule rouge à ce moment-là, c'est de capter l'oxygène qui diffuse au travers de la membrane. Donc, chez un sujet sain, le globule rouge, il va passer 0,75 secondes en contact avec l'alvéole, et donc on voit qu'il n'y a pas de souci, l'oxygène a le temps de diffuser, la pression en oxygène augmente au niveau du sang, et elle passe très rapidement du sang veineux, qui est revenu du cœur, à la pression qui est égale à 100, là, qu'on veut atteindre pour qu'il y ait assez d'oxygène pour l'organisme ensuite. Donc au repos, pas de problème. Toujours chez un patient sain, lorsque le patient fait un effort, le cœur va pomper plus vite, le débit cardiaque va augmenter, et donc le sang va circuler plus rapidement. Donc le globule rouge, au lieu de passer 0,75 secondes, 3/4 de seconde, en contact avec son alvéole, il va passer 0,25 secondes, donc 1/4 de seconde, en contact avec l'alvéole. Chez un patient sain, pareil, ça pose pas de problème, parce que la membrane est normale, et donc l'oxygène a le temps de diffuser, a le temps de se fixer à son globule rouge, même s'il passe rapidement. Et donc pareil, on arrive à atteindre cette pression là de 100, c'est des millimètres de mercure, donc on arrive à atteindre cette pression en 0,25 secondes, et le sang repart, il est chargé en oxygène, pas de problème.
Si on passe dans la partie à droite, chez un sujet donc atteint de fibrose, donc là, c'est au repos, on a donc toujours pareil, l'oxygène qui arrive, le globule rouge qui va avoir son temps de contact à 0,75 secondes, mais cette fois-ci, on a une membrane qui est épaissie. Donc, sur la courbe ici, là, de diffusion de l'oxygène, de pression de l'oxygène, ça va augmenter, hein, parce que l'oxygène, il peut quand même diffuser, mais on voit que tout à l'heure, ça a augmenté, hop, très rapidement, et ici, la courbe, elle est un petit peu infléchie, et donc ça va augmenter, mais beaucoup plus doucement. Donc, au repos, ça pose pas encore trop de problèmes, a priori, puisque dans les fibroses, jusqu'aux fibroses modérées, le globule rouge, comme il reste 3/4 de seconde, il va quand même avoir le temps, vous voyez, de fixer son oxygène et d'augmenter la quantité d'oxygène dans le sang. Dans les fibroses sévères, par contre, même si le sujet est au repos, vous voyez qu'il faudrait beaucoup plus de temps. Ça veut dire qu'il faudrait que le globule rouge reste beaucoup plus longtemps pour, si on continue la courbe là, pour se fixer et arriver à la pression cible qui est à 100, qui se situerait à peu près ici. Donc même au repos, dans les fibroses sévères, en fait, on a quand même une baisse de la pression en oxygène, ce qui peut ensuite expliquer le besoin d'avoir de l'oxygène même au repos. À l'effort, en fait, c'est le même problème, mais ça va être encore plus important, puisqu'on a dit que le globule rouge, il va avoir moins de temps de contact, puisque comme on est en train de faire un effort, le cœur va augmenter le débit cardiaque, le sang va circuler plus rapidement. Et donc l'oxygène, il n'a pas du tout le temps de passer à travers cette membrane en un temps limité. On a dit que c'était 0,25 secondes à peu près. Donc même dans le cadre d'une fibrose modérée, vous voyez que la courbe, elle n'arrive pas à atteindre son objectif. Et c'est pour ça qu'en général, dans les maladies comme la fibrose, en fait, le problème, c'est surtout à l'effort, et c'est à l'effort qu'on va manquer d'oxygène, désaturé, et qu'on va avoir les symptômes les plus importants. Donc ça, n'hésitez pas après si vous avez des questions là-dessus. Donc si on fait un peu un résumé de tout ce qui se passe dans le cas de la fibrose, c'est l'association des déficits au niveau de tous ces éléments qui va créer vos symptômes. Donc on a dit qu'on avait une diminution de la compliance, c'est-à-dire que le poumon, il est fibrosé, donc il a du mal à se gonfler. Ça veut dire que s'il y a moins de compliance, on a dit qu'on arrivait à respirer des volumes plus petits. Donc on va avoir une diminution du volume courant. Et pour compenser la diminution de ce volume, les muscles ils vont se mettre à travailler de façon plus importante pour compenser. Donc on va avoir une augmentation du travail musculaire, ce qui peut du coup entraîner de la fatigue. De l'autre côté, on a une diminution de la diffusion, hein, on a dit, avec ce problème de membrane alvéolo-capillaire qui est épaissie, et ça va créer donc une hypoxémie. L'hypoxémie, c'est quand on manque d'oxygène, c'est le schéma juste avant que je vous expliquais. Le corps, il est fait avec plein de récepteurs, et quand il détecte une baisse d'oxygène dans le sang, en fait, le cerveau va envoyer un ordre au poumon de respirer plus vite pour compenser ce manque d'oxygène, ce qui fait qu'on va hyperventiler, on va augmenter la ventilation. Donc ça crée un essoufflement, hein, en fait, une respiration tachypnéique, avec, vous allez respirer du coup à petit volume, mais à grande fréquence. Donc on prend des petits volumes d'air, mais très rapides. Et tout ça, ça va créer la dyspnée, hein, c'est l'essoufflement, et l'asthénie, la fatigue, etc. Et surtout que parfois se rajoutent d'autres problèmes, comme des problèmes qui viennent du cœur, des problèmes qui viennent des artères pulmonaires, hein, c'est le cas si vous avez de l'hypertension artérielle pulmonaire. On peut avoir des problèmes d'anémie aussi, hein, des problèmes au niveau des globules rouges, et puis ensuite de performance musculaire. Hop. Donc, une fois qu'on a compris un petit peu ces bases-là de la respiration, on peut normalement aborder un peu plus sereinement les examens qui vont permettre de justement évaluer cette respiration. Et donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des EFR, des explorations fonctionnelles respiratoires. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'examens, hein, justement, qui est destiné à explorer votre capacité respiratoire, à la fois dans le diagnostic de votre maladie, puis dans le suivi de son évolution, et enfin dans la surveillance si on introduit un traitement ou si la maladie vient à se dégrader. Donc les EFR, on va en distinguer plusieurs types. Des EFR qu'on dit de repos. Alors, même si on sait que ces EFR-là, c'est pas de tout repos pour les patients, mais c'est des EFR que vous faites où vous êtes assis ou voilà, vous n'êtes pas en activité physique en tout cas. Donc on va avoir la spirométrie, la plétismographie, la diffusion du monoxyde de carbone et la gazométrie. Donc évidemment, on va les expliquer ensuite.
et les EFR d'effort avec principalement le test de marche de 6 minutes. Ça arrive parfois qu'on fasse une épreuve d'effort sur vélo, mais en général, le test de routine, c'est plutôt le test de marche de 6 minutes. Donc, dans quel cadre vous allez avoir des EFR, vous allez avoir des examens comme ça? Ce que je disais juste avant, ça va être dans le bilan diagnostique de votre maladie. Donc, vous avez des symptômes, vous avez consulté un pneumologue, un spécialiste, et pour savoir un petit peu de quelle maladie vous souffrez, on va vous faire des EFR. Et dans le bilan étiologique, donc le bilan étiologique, c'est savoir la cause de la maladie, savoir d'où elle vient. Ensuite, ça va nous permettre, tout au long du suivi, de quantifier la sévérité de l'atteinte fonctionnelle. Et dans le suivi de la maladie, donc soit en routine, si vous faites un bilan par an, un bilan tous les 6 mois en général. Et puis ensuite, si on introduit un traitement, ça nous permet de savoir si le traitement a permis d'améliorer les symptômes de la maladie, de stabiliser, ou si même sous traitement médical optimal, la maladie continue de se dégrader. Les conditions d'examen, globalement, il faut que vous soyez ce qu'on appelle en état respiratoire stable, qu'il n'y ait pas eu d'événement aigu qui explique une dégradation. Donc il faut que la maladie elle soit un petit peu stable au moment où vous le faites en tout cas. Il faut que les patients soient coopérants, parce que normalement vous avez déjà tous fait des EFR, il faut comprendre les consignes, il faut comprendre un petit peu ce que l'opérateur est en train de vous dire. Donc coopérant, conscient, apte à comprendre les consignes. Il faut que la position dans laquelle vous allez faire les EFR soit possible pour vous, physiquement. La position assise, par exemple, pour une spirométrie, ou que vous puissiez marcher, faire un effort si c'est un test de marche. Avant les tests, il faut évidemment éviter la prise d'alcool, de tabac, de psychotropes qui pourraient perturber la conscience ou l'examen lui-même. Et on dit qu'il faut éviter de faire des efforts intenses. En tout cas, avant le test de marche, par exemple, il faut se reposer un petit peu, 10-20 minutes avant de pouvoir faire le test dans les bonnes conditions. Les contre-indications pour les EFR, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on ne pourrait pas le faire, elles ne sont pas nombreuses. Ça va être plutôt des problèmes qui touchent le poumon. Par exemple, si votre poumon est décollé, donc si vous avez fait un pneumothorax, si vous crachez du sang, si vous faites une hémoptysie, parce que ça pourrait aggraver ce problème-là. Donc ça, en général, le médecin, il va être au courant et il va vous le dire. Si vous avez des grosses douleurs qui limitent les manœuvres, par exemple, c'est vrai qu'en spirométrie forcée, on va être obligé de souffler assez fort. Ça peut limiter les manœuvres. Pour la spirométrie, notamment si vous avez une infection respiratoire, alors c'est pas trop le cas de la fibrose, mais qui peut être contagieuse, par exemple une tuberculose, des choses comme ça, parce que c'est plutôt pour protéger les autres patients. Oups, pardon. Plutôt pour protéger les autres patients. Et si, comme je disais, vous avez un événement médical aigu, une décompensation cardiaque ou un virus respiratoire, qui vont faire que votre maladie, elle s'aggrave, mais que c'est pas vraiment à cause de la maladie, il y a un autre problème surrajouté. Donc si on rentre un petit peu dans le détail justement là de ces EFR, on va voir d'abord tout ce qui se passe au service d'EFR dans ce qu'on appelle dans la cabine, souvent la spirométrie, la plétismographie et la DLCO. Donc la spirométrie, c'est un examen qui va permettre de mesurer les volumes mobilisables du patient, donc le volume courant, la capacité vitale et le VEMS. Donc si on reprend un petit peu notre schéma de tout à l'heure, les volumes mobilisables, c'est ceux que vous allez être capable d'inspirer et de souffler. Donc, on avait notre volume courant, qui était ici, c'est le volume que vous respirez normalement, et on a la capacité vitale qui correspond au fait de souffler et d'inspirer au maximum. On n'a plus votre diaporama. Ah, alors... Je ne sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais... Alors, mon écran, il est toujours partagé. Alors, je vais arrêter le partage et le refaire. Vous allez me dire si ça Chez revient. moi, ça marche bien. Ah Bon, donc, alors, je refais. Hop, voilà, partager. Est-ce que Jacques, c'est revenu pour vous? Attends. Oui, Voilà, là parfait. c'est bon. Parfait. C'est bon? Très bien, Là, c'est merci. Du coup, je disais, donc la plétismographie, c'est un autre examen qui va permettre de compléter la spirométrie et qui va permettre cette fois-ci de mesurer les volumes non mobilisables. Donc, c'est les volumes qui restent à l'intérieur du poumon, même quand vous avez soufflé au maximum. Donc ça, c'est le volume résiduel, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, ça va permettre ensuite de calculer en additionnant simplement la capacité pulmonaire totale. Et en plétismographie, on arrive aussi à évaluer la diffusion alvéolo-capillaire.
via la mesure de la DLCO, pareil que j'expliquerai un petit peu plus en détail. Donc, une fois que quand vous avez fait vos mesures, évidemment, pour savoir un petit peu les interpréter, on va les comparer à des normes, à des valeurs normatives. Donc ça, ces valeurs normatives, en fait, elles sont calculées par rapport à ce qu'on appelle une population de référence. Une population de référence normale, entre guillemets. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'individus qui n'est pas tabagique, donc qui ne fume pas, et qui n'a pas de maladie respiratoire. Après, vous avez dû certainement remarquer, souvent on vous embête à refaire plusieurs fois d'affilée ces mesures. En fait, c'est qu'on a des critères à respecter, qui sont des critères de reproductibilité, pour pouvoir vraiment interpréter ces mesures et les comparer aux valeurs normatives. On a besoin de plusieurs tests fiables et reproductibles, c'est-à-dire qui ont été vraiment réalisés dans les mêmes conditions et qui sont réalisés sans erreur. Donc, par exemple, pour une spirométrie, on va avoir besoin de 3 tests reproductibles. Donc, reproductible, ça veut dire qu'en gros, ils vont nous donner un petit peu les mêmes valeurs de résultats. Il faut qu'on ait moins d'une certaine différence entre 2 tests pour dire qu'ils sont fiables et reproductibles. Donc, par exemple, pour la spirométrie, on va prendre 3 tests et on va garder le meilleur des 3. Enfin, c'est l'ordinateur qui va sélectionner le meilleur des 3. Et pour la DLCO, par exemple, on va faire 2 tests et on va faire la moyenne des 2. Donc ça, c'est des règles qui sont établies, c'est pas l'opérateur qui choisit. Et donc, pour que ce soit vraiment fiable, on peut aller jusqu'à 8 essais pour une spirométrie et jusqu'à 5 essais pour une plétismographie ou pour une DLCO. Donc c'est vrai que des fois, voilà, si on a un doute, on est obligé de le refaire et donc ça peut être quand même un petit peu fatigant, un peu pénible pour vous. Mais après, voilà, le médecin, il en a tellement besoin ensuite pour décider du traitement ou du suivi que voilà, des fois, on vous embête un petit peu. Après, ce que je disais, c'est que donc les normes, elles vont dépendre. Donc là, j'ai mis des exemples sur la gauche. Elles vont dépendre de l'âge, évidemment. Elles vont dépendre si vous êtes un homme ou une femme. Il y a certaines valeurs qui sont influencées par le groupe ethnique également, et ça va dépendre de votre taille, donc de votre corpulence, pardon, de façon générale. Après, on parle souvent, on va donner un pourcentage. Donc ça, c'est un pourcentage qui est calculé par rapport à la valeur moyenne, à la valeur normale, donc qui est ici, là, sur le 0. Mais souvent, maintenant, on parle plutôt de limite de supériorité, donc limite inférieure et limite supérieure. Donc on a un pourcentage par rapport à une valeur de référence, mais on dit que les valeurs sont normales si elles sont, en gros, dans ces deux limites-là, qui correspondent à 90% de cette population de référence. Et ça nous donne du coup une limite inférieure, une limite supérieure. Après, parfois, vous allez voir aussi ce qu'on appelle le Z-score. Donc ça, c'est des valeurs statistiques. En fait, le Z-score, s'il est égal à 0, ça veut dire que vous êtes pile dans la valeur moyenne de référence. Et puis ensuite, il va s'éloigner. Donc plus on s'éloigne, plus on est loin de ces valeurs normales. Et donc le Z-score, en fait, c'est le risque d'être éloigné de la valeur moyenne. Alors maintenant, il y a même des couleurs. Souvent, c'est assez visuel. Donc on va le revoir pareil après dans les différents tests. Donc si on parle de la spirométrie, donc la spirométrie, on a dit que ça permettait de mesurer les volumes mobilisables. On va avoir besoin d'un outil qui est assez simple, qui est un débitmètre ou un capteur de débit au niveau de la bouche du patient et qui va simplement mesurer l'air que le patient expire et l'air que le patient inspire. Et en fait, par calcul mathématique, alors évidemment c'est l'ordinateur ce qui nous le donne, par une intégration mathématique, ça, des débits, on va réussir à évaluer les volumes. Donc pour la spirométrie, vous avez un capteur de débit qui va se situer soit dans une cabine, ce qu'on appelle une cabine d'EFR, mais cette cabine, elle n'a pas besoin d'être fermée pour cette étape-là, soit qui peut être directement relié à un espèce de petit ordinateur portable, là. Soit même, maintenant, il y a des capteurs de débit qui sont tout seuls, comme ça, et qui sont reliés, par exemple, à une application sur le téléphone, qui nous donne, alors pas forcément toutes les valeurs, mais les valeurs principales. Donc vous avez ce capteur de débit, vous avez souvent, donc on va vous donner un filtre à mettre entre le capteur de débit et l'appareil de mesure, et vous avez un pince-nez, donc c'est une petite pince qui se met sur les narines, sur le nez, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, donc qu'il y ait bien tout l'air qui circule à travers la bouche du patient, pour pas perdre de précision.
Donc ensuite, voilà, la spirométrie, ça se passe soit, comme je disais, dans une cabine, avec une cabine ouverte, là, et un opérateur qui va, alors souvent, il va faire des grands gestes, il va vous crier un petit peu dessus, mais c'est dans les consignes, en fait, pour voilà, vous encourager et vous expliquer. Mais ça peut se faire aussi au travers d'un capteur comme ça, dans une pièce à l'air libre, entre guillemets, avec toujours le pince-nez au niveau du nez. Donc, la spirométrie, ça se fait en plusieurs étapes. On va vous demander d'abord une respiration de repos. Donc, si vous vous souvenez, la respiration de repos, ça nous donne le volume courant. Alors, ça dépend du poids que vous faites, mais en général, c'est environ 500 millilitres d'air, 400 à 600 millilitres. Et donc, on va d'abord vous faire respirer tranquillement. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Ensuite, on va vous demander, pour pouvoir mesurer votre capacité vitale, de souffler au maximum. Donc là, si on est dans une spirométrie qu'on appelle une spirométrie lente, on va vous demander simplement de souffler au maximum, mais tranquillement, et ensuite d'inspirer au maximum pour pouvoir calculer cette capacité vitale. Parfois, vous allez le voir, c'est capacité vitale lente, CVL, et donc c'est la somme du volume de réserve inspiratoire et du volume de réserve expiratoire. Souvent, après, on va vous demander de faire ce qu'on appelle une spirométrie forcée, c'est-à-dire que là, on va vous dire d'inspirer au maximum, donc j'inspire à fond, et ensuite je vais souffler, mais cette fois-ci le plus fort possible et le plus longtemps possible. Souvent, pour faire l'analyse, on dit qu'on a besoin de 6 secondes d'expiration. Parfois, c'est difficile à tenir, mais en tout cas, la consigne, c'est vraiment de souffler le plus vite et le plus fort possible. Et ça va nous donner du coup d'autres informations. Le débit expiratoire de pointe, c'est-à-dire la vitesse de l'air que vous arrivez à souffler quand vous faites la manœuvre, vraiment le premier débit qui sort des poumons, le volume expiratoire maximum en 1 seconde, et la capacité vitale forcée, donc CVF. Les deux premières valeurs, je vais vous réexpliquer après ce que c'est, mais en fait, on va pas trop s'en servir dans la fibrose. C'est surtout des valeurs qui servent pour d'autres types de maladies qu'on appelle des maladies obstructives, par exemple la BPCO, la bronchopnéopathie chronique obstructive, l'asthme, la mucoviscidose, des maladies qui touchent plutôt les bronches et pas trop le parenchyme pulmonaire comme dans la fibrose. Donc ça, c'est simplement les consignes, hein, c'est ce que je viens d'expliquer, mais c'est les consignes qu'on va vraiment vous donner à l'oral, donc respirer paisiblement. Ensuite, souffler au maximum, inspirer au maximum. Et pour la spirométrie forcée, on inspire à fond, on souffle brutalement et immédiatement, et on maintient l'expiration le plus longtemps possible. Dans l'idéal, on essaye de maintenir au moins 6 secondes. Et donc, on va vous encourager avec la parole et avec des grands gestes pour vous dire soufflez, soufflez, soufflez au maximum. Et ensuite, on refait une inspiration complète. Donc ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner, et souvent, c'est ce que vous voyez là sur les papiers de FR, ça va nous donner une courbe qu'on appelle la courbe débit-volume. Donc en fait, la courbe débit-volume, c'est exactement la même chose que ça, quand on vient du coup souffler au maximum, mais c'est interprété différemment. Ici, c'est du volume dans le temps, donc c'est le volume par rapport au temps, et ici, c'est le débit par rapport au volume. Mais en fait, c'est la même manœuvre. Donc, en gros, vous avez donc le débit qui est ici, là, en ordonnée, et vous avez le volume qui est ici en abscisse. La partie expiratoire, c'est la partie qui est au-dessus de la courbe. Donc, tout ça, là, la forme qui a une forme un petit peu de triangle, c'est l'expiration. Et la partie qui est en dessous, ici, là, c'est l'inspiration. En fait, quand on vous demande de souffler au maximum, si là, vous essayez, quand vous allez souffler, au départ, vous allez souffler très vite. Donc, c'est le débit ici qui va augmenter, la vitesse de l'air. Très rapidement, elle arrive au débit expiratoire de pointe. Et puis ensuite, vous avez remarqué certainement, vous allez réussir à continuer de souffler, mais par contre, la vitesse de l'air, elle va être de plus en plus réduite. Donc ici, je continue de souffler, mais par contre, je souffle de plus en plus lentement. Quand j'arrive au maximum de mon expiration ici, la différence entre les deux, tout ce que je viens de souffler, on a dit que c'était la capacité vitale forcée si on est en spirométrie forcée, donc la capacité vitale forcée. Le débit expiratoire de pointe et le VEMS, là, c'est la quantité d'air que vous avez soufflé au tout début et en 1 seconde. Mais c'est ce que je vous disais, pour la fibrose, en fait, on s'en sert pas trop. Donc, si on prend des exemples de spirométrie, alors ça dépend un petit peu des centres, hein, ça dépend comment c'est présenté.
Mais si déjà on regarde donc la courbe, la forme de la courbe, alors ça se voit un petit peu mieux sur la partie en haut à droite. En fait, la courbe noire ici, là, c'est la courbe théorique. Et les zones grises, enfin la zone grisée, c'est les limites inférieures, supérieures et inférieures normales. Ça veut dire que si, quand vous n'avez pas de pathologie, normalement, votre courbe à vous, là, la courbe qui est bleue avec les petits carrés, ou ici, la noire avec les petits carrés, en fait, elle est censée suivre la courbe théorique. Donc, c'est censé normalement être, elles sont censées être calquées l'une sur l'autre. Évidemment, quand on a une maladie respiratoire, bah, les deux courbes, elles sont un peu différentes. Donc, en gros, là, on a dit qu'on souffle au maximum et on vide à fond. Et ici, bah, on voit dans la fibrose qu'au lieu d'arriver à un certain volume, eh ben, le volume il va être diminué. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la CVF, la capacité vitale forcée. Donc, sur les colonnes, vous avez votre mesure à vous, pour celui-là en tout cas. Vous avez la théorique moyenne, les théoriques inférieures et supérieures, et le pourcentage de votre mesure à vous par rapport à la théorique moyenne. Donc, en gros, vous soufflez ça, vous devriez souffler ça, ou en tout cas, vous devriez être entre ça et ça, entre inférieur et supérieur. Et là, le rapport entre votre mesure à vous et la théorique moyenne, elle s'exprime ici. Donc, en général, nous, ce qu'on regarde, enfin, les pneumologues, ce qu'ils vont regarder, c'est principalement le pourcentage de votre valeur à vous par rapport à la moyenne. Donc ici, là, alors c'était celui-là, pour ce patient, on est à 51% de capacité vitale forcée théorique. Donc on voit qu'au lieu d'arriver ici, là, comme sa courbe théorique, il va avoir un volume beaucoup moins important. Après, tout le reste, en fait, c'est plutôt une des valeurs de débit. Et donc, dans la fibrose, ça nous intéresse pas tellement, puisque on sait que la fibrose, c'est une maladie qui touche les volumes et pas forcément les débits d'air. Donc en fait, tout ça, pour vous, on s'en occupe pas trop. Pour ce schéma-là, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, les deux patients avaient la même capacité vitale. On a une capacité vitale qui est réduite. Alors ici, c'est présenté un petit peu différemment, puisqu'on a la valeur du patient. Pardon, on a la valeur théorique en premier, vous voyez, théorique. On a uniquement la limite inférieure, on n'a pas la limite supérieure, mais c'est vrai qu'en général, en pathologie, en fait, on va plutôt se baser sur la limite inférieure. Et on a la valeur du patient ici, et on a toujours, du coup, cette dernière colonne, en général, c'est toujours en dernier, qui représente le pourcentage atteint par le patient par rapport à sa valeur théorique. Cette fois-ci, on a le Z-score, donc soit exprimé en chiffres, soit exprimé par des couleurs. Donc, ce qu'on disait, c'est que plus il est éloigné de 0, plus ça veut dire que le patient est éloigné de sa valeur de référence. Donc là, vous voyez sur les volumes, on est dans le rouge, on est assez éloigné de la valeur de référence. Donc ça, c'était pour la spirométrie. Et ensuite, on va en général compléter, alors pas forcément à chaque fois, mais on va compléter par une plétismographie. Donc là, c'est là où on a besoin de fermer la cabine cette fois-ci. Donc le plétismographe, c'est une cabine étanche, en fait, c'est le nom de la cabine dans laquelle vous êtes installé. Et on va, on a plusieurs capteurs. En fait, il y a des capteurs qui vont évaluer la pression dans la cabine, c'est pour ça qu'on a besoin qu'elle soit fermée. On a des capteurs qui vont évaluer la pression au niveau de la bouche du patient, et on a le même capteur que dans le spiromètre, c'est-à-dire le capteur de débit, qui analyse l'air qui rentre et l'air qui sort. On a également un obturateur, donc si certains d'entre vous ont déjà fait des plétismographies, vous vous souvenez de ce moment-là, donc l'obturateur, il va permettre à un moment donné d'interrompre le débit qui arrive pour mesurer certaines valeurs de mesure. Et ce plétismographe, il va nous permettre de mesurer les volumes qui ne sont pas mobilisables, c'est-à-dire qui restent à l'intérieur du poumon, même quand vous avez soufflé à fond, qui est du coup le volume résiduel, et donc ça nous permet de calculer la CPT, et ça nous permet aussi de calculer par ces mesures de pression les résistances à l'intérieur des voies aériennes. Donc, hop, c'est pour donc, les consignes. On vous demande toujours de partir d'une respiration paisible, une respiration en volume courant. Ensuite, dans certains cas, on va vous demander une respiration plus rapide avec une fréquence que l'opérateur va vous donner. Mais ça, c'est plus forcément obligatoire dans certaines cabines. On va mesurer ensuite les résistances. Il va y avoir le déclenchement du shutter, c'est-à-dire qu'on va fermer l'arrivée d'air, alors ça ne dure pas très longtemps, pour mesurer du coup l'air qui reste à l'intérieur des poumons.
Et ensuite, en général, on va vous redemander une spirométrie, c'est-à-dire je souffle au maximum, j'inspire au maximum. Donc souvent une spirométrie lente, mais parfois on refait aussi une spirométrie forcée. Donc, si on complète les valeurs de spirométrie qu'on avait tout à l'heure, et qu'on fait une plétismographie, donc toute la première partie là, qui est exprimée en centimètres d'eau, c'est les résistances. Donc airway, enfin c'est résistance airway. Ça, pareil, on s'en occupe pas trop dans la fibrose parce que on a dit que c'était une maladie donc qui touche les volumes. Et en fait, les résistances des voies aériennes, ça va être plutôt dans l'autre profil de maladie qui gêne les débits, notamment voilà la BPCO, l'asthme, etc. Donc cette partie-là, pour vous, on s'en occupe pas trop. On a bien, donc on retrouve la CV du patient, la capacité vitale qui était à 51%, et on va avoir du coup la capacité pulmonaire totale cette fois-ci qui est à 49%, donc c'est bien un syndrome restrictif qui peut être, enfin le diagnostic qui peut être posé à ce moment-là. On a également voilà la saturation. La courbe ici, c'est donc les résistances. Pareil, je rentre pas trop dans le détail. Globalement, dans la fibrose, elle est assez normale. Donc, vous voyez, la courbe théorique, c'est la courbe qui est vraiment très bien définie. Là, c'est les deux traits qui se croisent. Et la courbe du patient, c'est la partie en noir qu'on voit. Dans la fibrose, elles sont assez proches. Dans les autres catégories de maladies, la obstructive, en fait, on va voir, mais ça, du coup, vous le verrez pas forcément, des courbes qui sont plus éloignées. Mais là, on s'en occupe pas trop. Si on complète, du coup, ces mesures-là de FR par une DLCO, on a dit donc la diffusion des gaz au travers de la barrière alvéolo-capillaire. Elle permet, on a dit, donc l'approvisionnement d'oxygène et l'élimination de gaz carbonique. Et ça, on peut l'évaluer directement avec une mesure. Donc, en fait, on va vous faire respirer un gaz. Donc, ce gaz, il est composé d'hélium et de monoxyde de carbone. Donc, évidemment, les concentrations, elles sont connues, c'est pas dangereux, hein. Et on va vous demander de respirer ce gaz-là. Ce qui se passe, c'est qu'on vous demande de souffler complètement, et ensuite on va vous demander d'inspirer. À ce moment-là, on déclenche la diffusion de l'hélium et du monoxyde de carbone, et on va vous demander de faire une apnée pendant 10 secondes, ce qui va permettre au gaz de diffuser. Et du coup, ensuite, on va analyser l'air que vous allez expirer. Donc, ce qui se passe, c'est que l'hélium, il diffuse pas au niveau de la barrière alvéolo-capillaire, il va rester dans l'alvéole. Et par contre, le monoxyde de carbone, lui, il va diffuser au niveau du capillaire sanguin, il va se fixer sur l'hémoglobine. Et ensuite, quand on analyse l'air expiré, on va avoir différentes informations. Le VA, c'est le volume alvéolaire. En fait, c'est le témoin de la distribution de l'air dans l'ensemble du poumon, puisque logiquement, si on sait ce qui est rentré et on analyse ce qui sort, on va savoir un petit peu ce qui s'est passé entre les deux. Quand vous êtes atteint de fibrose, vous avez donc ce volume alvéolaire qui va être abaissé, ce volume pulmonaire, puisqu'on a dit qu'il y avait moins d'air qui circulait dans le poumon. Ensuite, l'analyse du monoxyde de carbone, ça nous donne le coefficient de transfert, le KCO, et ça nous permet de savoir ce qui se passe vraiment à l'échelle de l'alvéole, c'est-à-dire comment a diffusé du coup le gaz au travers de la barrière. Et si on multiplie les deux, donc tout l'air qui s'est réparti dans le poumon et le coefficient qui se passe au niveau d'une barrière alvéolo-capillaire, en fait, on a la diffusion générale. Donc, ce qu'on va vous demander, toujours pareil, on part d'une respiration calme, volume courant, on va vous demander une expiration maximale, on va vous demander d'inspirer au maximum, assez rapidement, on fait l'apnée de 10 secondes, et quand vous allez expirer, il y a une partie de l'air qui correspond à un volume de rinçage, donc on ne l'analyse pas, et ensuite il y a une partie de l'air expiré qui va être analysée comme je vous disais. Pareil, ça va apparaître dans les tableaux de FR que vous voyez, en général c'est à la fin. Donc on a ce volume alvéolaire, on a le coefficient de transfert, et on a du coup la DLCO, c'est la valeur sur laquelle qu'on va évaluer le plus. Pour celui-là, on a donc la valeur théorique et la valeur du patient, et toujours pareil, la dernière colonne, c'est le pourcentage qui correspond à la valeur du patient sur sa théorique. Donc là, on avait une DLCO pour un patient qui était à 15%, hein, donc on est quand même dans une atteinte qui est sévère. Dans le deuxième tableau, qui est un petit peu plus complet, c'est la même chose, on a la valeur du patient, la théorique et le pourcentage. Donc là, on a une DLCO à 20%, et on a donc les deux mesures.
et on a la moyenne des deux, du coup, qui est rapportée dans la colonne. On a également le Z-score, hein, donc on voit ici la ligne verte, c'est la valeur normale, et puis là, on est très éloigné de cette valeur normale, on est plutôt dans le rouge. Donc si on applique tout ça à la fibrose, hein, même si c'est un résumé parce que je vous ai déjà un petit peu expliqué au fur et à mesure, la fibrose, on a dit que c'était une maladie qui provoquait une diminution des volumes pulmonaires, c'est ce qu'on appelle un syndrome restrictif, donc c'est la capacité du poumon qui est restreinte, et ça se définit grâce à la CPT, à la capacité pulmonaire totale, qui va être inférieure à 80% de la théorique. Et donc, je disais, le rapport avec le VEMS, avec le volume que vous arrivez à expirer, en général, dans la fibrose, il est normal. Et donc, si ce rapport est normal, c'est le rapport de Tifno, peut-être qu'on vous en a aussi déjà parlé, c'est un syndrome restrictif pur. Et ensuite, la sévérité de l'atteinte, elle va être évaluée avec la capacité vitale. Alors, en général, quand on parle de CV, on parle de la CVF, donc c'est la capacité vitale forcée. C'est dans la manœuvre où vous soufflez rapidement. Mais parfois, la CVL, donc la CV lente, elle peut être un peu différente. Et donc, on va prendre le meilleur des deux. Mais en général, si on parle de CV, en fait, c'est la CVF. Donc, la sévérité de l'atteinte, elle est définie par cette capacité vitale. Donc, l'atteinte de la fibrose, elle sera considérée comme légère si vous avez une CPT inférieure à 80%, mais une CV supérieure à 70%. Elle sera modérée si vous êtes entre 60 et 70. Elle sera sévère si vous êtes entre 50 et 60. Et elle sera très sévère si vous êtes en dessous de 50%. Et après, ce qui nous intéresse le plus, au-delà du chiffre de CV, c'est l'évolution dans le temps. Et donc, si vous êtes en fait dans une fibrose sévère, mais très stable, ça peut moins nous inquiéter, entre guillemets, que si vous avez un certain chiffre, mais que en très peu de temps, ça va se dégrader. Donc, la baisse entre deux mesures consécutives, elle est aussi importante à interpréter. Donc, on a dit, voilà, dans le syndrome restrictif, on a une baisse globalement de cette capacité pulmonaire totale. Ça entraîne également une baisse progressive de la DLCO, puisque la membrane alvéolo-capillaire, elle fonctionne moins bien. Alors pareil, il y a des grades de sévérité, donc au-dessus de 80%, entre 60 et 80, entre 40 et 60, et en dessous de 40% de DLCO, on dit que c'est sévère également. Et pareil, en fait, c'est l'écart entre deux mesures qui nous permet de dire si vraiment il y a une baisse significative. Alors, c'est normal si ça baisse un petit peu, hein, il y a une certaine variabilité dans les mesures, mais si cette baisse, elle est supérieure à 10%, entre deux mesures, là, ça veut dire qu'il y a quand même une baisse importante. Ensuite, un autre examen de l'EFR, ça va être la gazométrie. Donc, la gazométrie, c'est la piqûre au niveau du poignet là, qu'on n'aime pas trop, qui est assez douloureuse, mais ça nous permet de fournir des informations quand même importantes. Qui concernent donc l'hématose. L'hématose, c'est en gros l'évaluation des gaz du sang. Donc, qu'est-ce qu'on va évaluer dans le sang quand on vous fait cette petite piqûre là? Ça va être la pression artérielle en oxygène, la pression en dioxyde de carbone, et également la saturation en oxygène. Donc, pour la saturation en oxygène, évidemment, on se sert des oxymètres de pouls. Mais c'est vrai que sur le gaz du sang, voilà, on est sûr, c'est une mesure qui est très fiable. On ne peut pas se tromper, alors que sur l'oxymètre de pouls, malheureusement, des fois, il y a des erreurs. Et la gazométrie, elle va également nous permettre d'évaluer l'équilibre acido-basique. Donc ça, pareil, c'est pas très important à comprendre, mais en gros, c'est le pH du sang et la présence des ions bicarbonate dans le sang, ce qui nous donne aussi d'autres informations. Et donc, ça se fait au niveau de l'artère radiale. Donc, c'est l'artère qui est sur la face palmaire là, de la base du pouce, avec une aiguille, donc c'est un petit peu douloureux. Et dans l'aiguille, donc on n'injecte rien, mais il y a de l'héparine, hein, il y a un produit qui permet que le sang reste fluide. Et donc, on prélève et ensuite on envoie au laboratoire. Juste, pour revenir sur la gazométrie, ça peut se faire également, donc c'est plus une gazométrie artérielle, c'est une gazométrie capillaire. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà eu, ça peut se faire également au niveau du lobe de l'oreille. Ça fait moins mal, enfin ça fait pas mal du tout même, mais les mesures peuvent être un petit peu moins fiables. C'est pour ça que des fois, le pneumologue va quand même demander une gazométrie artérielle pour avoir des mesures très très fiables à ce niveau-là.
La fibrose, du coup, dans la fibrose, on a dit que le risque, c'est la baisse d'oxygène, donc c'est ce qu'on va mesurer le plus au niveau de cet examen-là. Donc les normes, c'est donc la pression en gaz carbonique, c'est en millimètres de mercure aussi, hein, ça doit être compris entre 36 et 44. Ça, c'est stable avec l'âge, hein, c'est toujours la même chose. Par contre, la pression en oxygène, donc les normes, c'est entre 80 et 100 millimètres de mercure, et ça peut diminuer un petit peu avec l'âge. On peut avoir voilà, des pressions en oxygène à 70, 75 qui peuvent être normales, en fonction, si vous êtes avec un sujet âgé. La fibrose, donc on a dit que c'était une maladie qui pouvait entraîner une baisse d'oxygène, c'est ce qu'on appelle l'hypoxémie. Donc l'hypoxémie, c'est quand vous avez une pression artérielle en oxygène qui est inférieure à 80. Donc par exemple, chez ce patient-là, c'était le cas, on a une pression en oxygène à 72 millimètres de mercure. Et on parle d'hypoxémie sévère si cette valeur-là, la pression en oxygène, elle est inférieure à 60 millimètres de mercure. Et en général, c'est à partir de ce stade-là qu'on va éventuellement, que ça va éventuellement entraîner la mise en place d'une oxygénothérapie longue durée, c'est-à-dire une suppléance en oxygène quand vous êtes à domicile, au repos. Et on va parler, mais c'est moins le cas dans la fibrose, d'hypercapnie, cette fois-ci, si la pression en dioxyde de carbone, elle est supérieure à 45 millimètres de mercure. Donc là, chez ce patient-là, on avait un CO2 normal et par contre une baisse d'oxygène. On a donc la saturation et après, donc ça c'est l'hémoglobine. On a le taux d'hémoglobine dans le sang également. Le dernier examen que vous allez pouvoir rencontrer, en général, c'est celui qui arrive à la fin de la consultation avec le médecin où voilà, vous êtes déjà fatigué, mais c'est donc le test de marche de 6 minutes qui va permettre de mesurer cette fois-ci plutôt le retentissement de votre maladie pendant une activité physique, pendant un effort. On va mesurer différents paramètres, notamment la distance parcourue et la saturation en oxygène. Et donc, ça va nous permettre de mettre en évidence éventuellement un déconditionnement à l'effort, c'est-à-dire une baisse de la condition physique, hein, ce qui est souvent expliqué dans la fibrose par l'essoufflement. Hein, c'est un peu la spirale du déconditionnement, c'est je suis essoufflé, je bouge moins, comme je bouge moins, je perds du muscle et je suis de plus en plus essoufflé. Donc ça, on le voit hein, sur le test de marche. Et éventuellement, du coup, ou une désaturation à l'effort, c'est-à-dire une baisse de l'oxygène, du taux d'oxygène, avec l'oxymètre de pouls, cette fois-ci, pendant l'effort. Souvent, le test de marche, en fait, il est plus corrélé à la qualité de vie et même à la mortalité que les EFR de repos, puisque c'est pas à vous, évidemment, que je vais apprendre ça, mais c'est à l'effort, c'est quand on bouge qu'on est le plus gêné par ces symptômes. Et donc voilà, c'est un test qui est réalisé quand même assez souvent. Alors, il est simple à réaliser et peu coûteux. Donc simple, je l'ai mis entre des gros guillemets parce qu'on sait qu'il est évidemment très difficile pour vous à réaliser, mais c'est vrai que ça nécessite pas beaucoup de matériel et c'est pas invasif comme une gazométrie. Donc on dit que c'est un test qui est assez simple à faire en routine. Et donc le principe, il est simple, hein, c'est de marcher sur un terrain plat, donc en général c'est un couloir de l'hôpital ou du centre, sur au moins 30 mètres, et de faire le plus d'allers-retours possible pendant 6 minutes. Donc ici, vous avez les explications du test de marche, hein, c'est un test qui est très standardisé, donc en principe l'opérateur, peu importe l'endroit où vous allez, il est censé vous dire un petit peu tout le temps la même chose, donc marcher le plus loin possible, enfin, faire le plus d'allers-retours possible en 6 minutes. On vous donne le temps à toutes les minutes. C'est un test qui peut être quand même assez éprouvant, assez long. Donc vous avez le droit de ralentir, vous avez le droit de vous arrêter et de vous reposer, en sachant que si vous vous arrêtez, le chronomètre continue de tourner par contre, et que nous, on le note comme une pause. Et à chaque minute pendant le test, on va vous redire, vous êtes à 1 minute, il vous reste 5 minutes, on va éventuellement vous encourager, vous êtes à 2 minutes, il vous reste 4 minutes, vous êtes à mi-chemin, etc., etc. Alors, les normes du test de marche, c'est cette formule un petit peu barbare, là, qui dépend de si vous êtes une femme ou un homme, de votre taille et de votre poids. Donc, on peut vous donner le pourcentage par rapport à votre distance théorique, en sachant que, en général, on estime qu'au-delà de 400 mètres, alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, parce que ça dépend de votre taille, de votre âge, de votre poids, mais au-delà de 400 mètres, on estime que c'est quand même que vous avez une condition physique quand même satisfaisante. Et à la fin du test, on va vous demander
votre essoufflement entre 0 et 10, en sachant, voilà, 0, je ne suis pas du tout essoufflée, 10, c'est un essoufflement maximal. Je peux pas parler, voilà, j'ai vraiment donné mon maximum et je suis un petit peu dans le rouge. Et après, ça nous donne, alors ça dépend pareil des centres, hein, comment c'est présenté, mais alors soit c'est un tableau, soit c'est une courbe. Ça nous donne donc la saturation en oxygène. Donc là, ici, chez ce patient-là, vous voyez, au repos, on était très bien, hein, 97%. Certainement que ce patient-là, s'il n'a pas d'oxygène, sa gazométrie, elle devait être correcte, puisque au repos, il ne désature pas du tout. Par contre, quand il marche, on voit que la saturation descend doucement et finit à 87% au minimum, ce qui est un petit peu bas. Et ensuite, dès qu'il s'arrête, et ben 2 minutes plus tard, il est remonté. Donc si on n'avait pas fait ce test-là, on n'aurait pas vu qu'il manquait d'oxygène à l'effort. On voit également la fréquence cardiaque, hein, donc la fréquence cardiaque, elle augmente globalement tout le long du test, donc ça c'est assez normal. Et après, voilà, on va noter si vous avez de l'oxygène, votre essoufflement, la distance parcourue par rapport à la théorique, et éventuellement d'autres valeurs. Et si on l'applique du coup par rapport à la fibreuse, on a dit que c'était déjà une maladie qui pouvait entraîner une baisse de la capacité d'exercice, puisque comme on est essoufflé, on va avoir tendance à faire moins de choses et donc à perdre du muscle, ou on peut avoir une distance inférieure à la théorique. Ça peut, si on voit que la distance elle est réduite, le pneumologue peut vous prescrire du coup un séjour en centre de réhabilitation respiratoire ou éventuellement des séances de réhabilitation respiratoire chez un kiné en ville, en cabinet libéral, ou encore, ça peut être assez complémentaire d'ailleurs, de l'activité physique adaptée. Donc sur ça, c'est vrai que l'association, elle fait un gros boulot à ce niveau-là, puisque on sait que pour éviter l'évolution de la maladie, c'est très important de garder une activité physique et que c'est difficile quand on a une maladie comme la fibreuse. Et on estime sur le test de marche qu'une variation supérieure à 30 mètres, c'est significatif. Donc si vous faites à 5, 10, 15, 20 mètres de différence entre deux tests, globalement on va dire que c'est stable. Si la différence entre deux tests, elle est de plus de 30 mètres, on va pouvoir dire que votre capacité a diminué ou qu'elle s'est améliorée. Alors on dit que c'est un mauvais pronostic, c'est-à-dire une mauvaise capacité d'exercice en dessous de 250 mètres, mais ça dépend évidemment de plein de choses. Et on va parler de désaturation à l'effort, c'est-à-dire de baisse d'oxygène, lorsque vous avez 4% d'écart entre la valeur de départ et la valeur pendant le test. Donc par exemple, tout à l'heure, on était à 97. Si la saturation, elle baisse à 93 ou moins, on parle de désaturation. On peut désaturer, mais ne pas avoir besoin d'oxygène. Hein. Si on passe de 97 à 93, on va vous dire, il faut qu'on surveille, on refera des tests de la prochaine fois, mais on ne met pas d'oxygène en place. Par contre, si on a une saturation qui passe en dessous de 88%, là, le pneumologue va conseiller et va prescrire la mise en place d'une oxygénothérapie de déambulation, cette fois-ci, qu'on va utiliser uniquement à l'effort. Et donc ça, vous avez après plusieurs dispositifs. On a des dispositifs qu'on dit de concentrateurs, donc c'est des systèmes électriques. Alors ces systèmes-là, c'est des bouteilles, hein, c'est de l'oxygène comprimé en général, c'est plutôt à l'hôpital. Et après, vous pouvez avoir de l'oxygène liquide, c'est-à-dire une cuve d'oxygène liquide à la maison, et un portable de déambulation que vous rechargez directement sur la cuve pour justement éviter cette désaturation et vous permettre de continuer de faire de l'activité. Donc normalement, on a fait le tour un petit peu de tous les examens là, de FR. Donc évidemment, après, il y a d'autres examens, hein, mais que j'ai pas expliqué aujourd'hui. Donc on a fait un petit peu le tour. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été le plus clair possible. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Laure. Ta présentation a été très, très intéressante et complète. Et c'est vrai que c'est bien que tu aies balayé en fait tous les examens. Et j'ai beaucoup apprécié, et merci encore, le fait que tu aies précisé que nous, fibrosants, euh, on n'a pas forcément tous les examens que tu as cités. Et ça, c'est Oui, important parce que certains examens peuvent concerner les BPCO, les emphysèmes, les cancers du poumon. Et ça, ce sont des examens qui vont ramener davantage d'informations qui seront propres à chaque pathologie. Donc voilà, je voulais le préciser pour les adhérents et pour les patients. Parce que peut-être ils disent mais non, mais j'ai pas fait cet examen ou je suis passée à côté, peut-être par rapport à mon diagnostic. Donc voilà, je voulais les rassurer parce que
Nous, on est atteint de fibrose et on n'a pas les mêmes les examens que les BPCO, les emphysèmes. Et pour ça, je te remercie infiniment de l'avoir précisé. Alors, écoutez, là, Laure est à notre disposition pour pratiquement 20 minutes, à peu près 25 minutes, 20 minutes. Ce que je vous ai invité justement quand je vous ai envoyé le lien pour vous connecter aujourd'hui, c'était de préparer vos questions, qu'on profite justement qu'elles soient là pour pouvoir nous apporter des compléments d'information à chacun. Pierre? Oui, bonjour. J'ai une petite question à poser. J'ai vu apparaître sur mes EFR un rapport qui s'appelle le rapport Tifeno. C'est un pourcentage. C'est un pourcentage de Tifeno. Pourcentage de quoi par rapport à… Ouais, souvent c'est noté, mais alors, du coup, c'est ce que je disais pendant la présentation. En fait, ça apporte pas énormément d'informations dans la fibrose. En fait, le rapport de Tifno, c'est un rapport entre deux paramètres. C'est le rapport entre le VEMS et la capacité vitale. Ah, d'accord. En fait, dans la fibrose, on a une baisse de la capacité vitale. Et donc, si vous arrivez à moins faire circuler de l'air, forcément, le VEMS va également diminuer, mais en proportion par rapport à la diminution de votre capacité vitale. Donc, ce rapport de Tifno, en fait, il va être assez conservé dans la fibrose, puisque il y a donc les maladies pour lesquelles ça va être impacté, ça va être plutôt les maladies obstructives. Ces maladies-là, en fait, les patients, ils vont réussir à gonfler leurs poumons normalement, mais ils n'arriveront pas du tout à souffler. Donc, dans ce cas-là, le rapport de Tifno, il est très important, puisque ce rapport va diminuer, puisque la capacité vitale, elle est conservée, mais le VEMS, c'est-à-dire le volume qu'on arrive à souffler pendant la première seconde, il va être très, très impacté. Dans la fibrose, en fait, on n'arrive pas à gonfler les poumons, et donc forcément, on arrive moins à souffler d'air, mais dans la partie qu'on arrive à mobiliser, la quantité d'air qui sort, elle est normale. En fait, donc le Tifno, en général, il est normal, voire il va même des fois être augmenté. Mais en général, voilà, ce rapport de Tifno, il est dans les normes, on s'en sert pas beaucoup. Ce dont on se sert par contre, c'est le rapport, enfin le paramètre de capacité vitale qui fait partie du rapport de Tifno, mais on se sert vraiment que de ça. Merci. De rien. Merci Pierre. Christine, peut-être vous auriez une question à poser? Le son. Remettez votre micro, Christine. Votre micro est coupé. Non, Le micro. Christine, faut activer le son. En bas à gauche de l'écran, Christine. Voilà, merci Bon, Christine. voilà. Bon, alors, mes observations. Bon, mais d'abord, c'était très clair, les explications. Moi, j'en viens sur le test de marche, le TM6, C'est ça. parce que donc, je suis diagnostiquée depuis 2020, non, depuis 2010, pardon, 2016, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Diagnostic de FPI. J'ai passé plusieurs fois des TM6 et un jour j'ai passé un TM6. Alors les conditions, vous dites, on fait reposer le patient 10 minutes ou 10 minutes, oui. avant. Enfin bon. Sauf que un jour, on m'a bien fait reposer 10 minutes, mais au préalable, on m'avait fait un diagnostic, pronostic euh, terrifiant et que malgré les 10 minutes de repos, j'étais tellement terrorisée que ça a conforté la personne qui me faisait passer le TM6 dans son diagnostic et sa pré-prescription. Donc, je veux dire que quand on parle de conditions de passage du TM6, voilà. Alors, bon, après, c'était un peu particulier puisque la réaction de mon interlocuteur était basée sur une erreur dans mon dossier et une erreur que je trouve importante à relever, c'est-à-dire que on avait retranscrit que j'avais un appareil à oxygène, un concentrateur portable en position 3
qui me délivrait au maximum 0,500 millilitres d'oxygène et qu'en position de 3, c'était passé à 3 litres. Donc, Oui. donc je pense que la personne qui a vu les résultats, mais moi que je ne voyais pas, parce que je ne voyais pas l'écran, a eu peur et m'a transmis sa peur. Mais quand je dis sa peur, c'est une terreur. Et de ce jeu. Et donc je dis voilà, TM6, ok, c'est facile, ça coûte pas cher, mais si c'est fait dans des conditions. C'est pour ça que j'ai mis des très gros guillemets, parce que voilà, on sait que pour les patients, évidemment, c'est pas Je vois que j'ai besoin d'en parler à nouveau parce que ça m'avait tellement... Et il a fallu que je redemande de passer un test de marche en mettant, basé sur un travail sur mes émotions et sur la respiration émotionnelle, pour arriver à passer un test de marche normalement, dans des conditions sans préoccupation. Sans préoccupation. Voilà, je voulais vous dire ça parce que comme je suis suivie à Marseille, je me dis... bon, et oui, on sait que le stress, l'angoisse, évidemment, et les conditions dans lesquelles vous faites le test peut voilà, influencer. Influencer. Puis si on a été malade, si on a la pression parce qu'on est en retard, si on a la pression de X... Le taxi qui attend au bout du couloir. Des problèmes personnels, ou je sais pas, une situation personnelle. Tout à fait. Voilà, bon, enfin... Mais sinon, merci beaucoup pour toutes ces explications très claires. Faudrait que on peut revoir la vidéo. Donc, si oui, elle a été enregistrée. Je pense. Alors, Aïcha, tu me dis si c'est bien ça, mais ce sera, je pense, disponible sur le site de l'association ou sur le YouTube, dans la chaîne YouTube, je crois. Ouais. Exactement, Laure. Merci. Bon, oui, Christine, vous pourriez la retrouver. C'est d'ailleurs sur le compte YouTube ou sur la plateforme de l'association. Oui, oui, oui. Et puis bon, après, il y avait, oui, donc préciser qu'un concentrateur, une position sur un concentrateur, c'est pas la même chose qu'un litrage sur un... Voilà. Et aussi, je suis oxygénothérapie de déambulation. Bon, SPO2 inférieur à 88%. D'accord, ouais, bon, voilà, bon. En fait, en fonction de la désaturation qu'on voit sur le test de marche, on va mettre en place la source d'oxygène la plus adaptée pour vous, en essayant que ce soit le plus pratique possible. Donc, en général, quand vous avez une désaturation légère, on met en place le système que vous décrivez, qui est un concentrateur. Et donc, effectivement, il faut se méfier un petit peu parce que le réglage, c'est pas des litres par minute, comme sur une bouteille ou comme sur le mur de l'hôpital ou comme sur l'oxygène liquide, c'est des consignes. Voilà. Donc, la plupart des concentrateurs, là, je parle des concentrateurs portables, parce qu'il existe des concentrateurs fixes qui sont à la maison, qui ressemblent à des espèces de grosses valises à roulettes qui, eux, peuvent fournir l'équivalent de litres par minute. Mais les concentrateurs dont on se sert pour déambuler, ils sont évidemment plus petits. Et comme il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur, le principe, c'est que ça extrait l'oxygène de l'air ambiant. C'est renvoyé, vous avez dû le remarquer, c'est renvoyé en débit pulsé. Donc, c'est pas un débit continu d'oxygène. En fait, ça détecte quand vous inspirez et à ce moment-là, ça envoie une fréquence respiratoire. Ouais, en fait, il détecte quand vous inspirez et au moment où vous inspirez, alors des fois, ça se désynchronise un petit peu, mais au moment où vous inspirez, il vous envoie de l'oxygène. Ça, c'est effectivement réglé en consigne. En général, ça dépend des modèles. Souvent, c'est des inogènes. C'est de la consigne 1 à la consigne 6, mais ça ne correspond pas du tout à des litres par minute. Voilà. Alors, en fait, on sait... Pardon, dites-moi. Non, mais alors surtout, répondez, répétez. Souvent, la confusion, c'est vrai que du coup, si on dit « je suis à 6 », ça peut être 6 litres et c'est pas du tout pareil que la consigne 6 du concentrateur. Voilà. Alors, on ne sait pas vraiment combien ça délivre, puisque ça va dépendre de votre fréquence respiratoire. On sait globalement que c'est adapté pour des patients qui désaturent peu. Souvent, alors on le teste, mais souvent, c'est plutôt adapté pour des patients qui désaturent à maximum 84-85%. Si on est en dessous, en général, ces systèmes-là, ils ne vont pas suffire.
Et on ne sait pas vraiment combien ça délivre, mais souvent, en fait, par le fabricant, pardon, c'est vendu au maximum, donc consigne 6, c'est vendu équivalent 2 litres, entre 2 et 3 litres quoi, par minute. Donc, pareil, hein, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'il faut le tester en fait dans la vraie activité physique. Mais souvent, moi, ce que je dis à mes patients, c'est que voilà, la consigne 3 de l'appareil, c'est à peu près 1 litre et demi, et la consigne 6, là, la consigne maximum, c'est à peu près 2 litres et demi, 3 litres grand maximum. Enfin, c'est un petit peu... mais on sait pas trop la correspondance, mais en tout cas, c'est pas des litres par minute. Et selon les prospectus, des fois, c'est justement, il y a une confusion entre le concentrateur portable et le concentrateur transportable. Mm. Et donc, ils annoncent des performances. Voilà. Ouais, en fait, les concentrateurs portables, ceux qui sont à la maison, qui sont quand même assez gros, hein, qui fonctionnent sur le secteur, eux, ils peuvent faire, parce que c'est des grosses batteries, ils peuvent faire du débit continu, donc ils peuvent fournir des litres par minute. Alors, ça dépend des modèles, mais souvent, ça va soit jusqu'à 3 litres, soit jusqu'à 5 litres pour les plus gros. Ouais. Mais ça, évidemment, c'est pas du tout adapté pour sortir de la maison et aller faire ses courses. Et là, on est obligé, du coup, de passer sur des concentrateurs transportables. Et donc là, c'est du débit pulsé uniquement. Si ça ne suffit pas, c'est à ce moment-là qu'on est obligé de basculer sur de l'oxygène liquide. Et là, du coup, c'est le système un peu plus contraignant de la cuve et du portable qui se charge sur la cuve directement, qui lui peut fournir des litres par minute, du débit continu, soit jusqu'à 6, soit jusqu'à 15. Et donc, on est obligé de revenir le charger à la maison, mais c'est vrai que ça permet de continuer de bouger quand on a besoin de beaucoup d'oxygène. Donc c'est vrai que voilà, il faut bien faire la distinction entre les deux, et surtout, ce qu'il faut faire pendant le test de marche, c'est d'utiliser le débit que vous avez l'habitude d'utiliser pour les gros efforts, parce que le test de marche, c'est quand même un gros effort. Et ensuite, c'est ça qui nous permet de savoir si le matériel que vous avez à la maison est adapté pour vous, ou s'il faut modifier des choses pour vous permettre de continuer de faire vos activités normalement, entre guillemets. Merci. Merci Christine, merci Laure pour tes réponses. Moi j'ai une question qui revient souvent dans mes entretiens avec les adhérents ou les patients. Est-ce qu'il y a possibilité, est-ce que tu as des patients qui ne supportent pas le pulsé par exemple, ou est-ce qu'ils peuvent combiner les deux? Est-ce que par exemple ils peuvent avoir le liquide et ils peuvent avoir le pulsé, ou est-ce qu'ils peuvent... Voilà, moi je sais que j'ai des patients qui souffrent du pulsé. Ils ont du mal, c'est cadencé. Je reviens à ce que disait Christine, c'est que les doses, les quantités d'oxygène, c'est pas clair dans leur tête. Et parfois, ils paniquent parce que ça fait beaucoup, 6, 7, alors ils pensent que c'est des litres en fait. Est-ce que tu peux apporter des précisions, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, en général, on n'a pas de... Alors, en général, nous, on essaye de garder les concentrateurs transportables le plus possible quand ça convient aux patients, parce que c'est quand même assez pratique de pouvoir le recharger partout sur la prise électrique ou sur l'allume-cigare dans la voiture. C'est vrai que des fois, le fait que ce soit en discontinu, on a l'impression que voilà, quand on inspire, il n'y a pas d'oxygène, enfin que c'est un petit peu désadapté. Donc, en fait, ça, c'est à tester dans le centre de référence dans lequel vous êtes suivi. Pour voir si ça suffit. Après, il faut se baser sur la saturation. En fait, les dispositifs d'oxygène, ils permettent de corriger un manque d'oxygène, une désaturation. Des fois, on peut être quand même essoufflé sans forcément manquer d'oxygène, et à ce moment-là, les dispositifs vont pas forcément répondre à cette problématique. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le droit légalement d'avoir les deux. En fait, nous, ce qui se passe quand on prescrit de l'oxygène, c'est qu'on fait appel à un prestataire de santé, en général. Donc, c'est une entreprise qui vient livrer de l'oxygène à domicile. Et quand on prescrit de l'oxygène liquide, en fait, c'est des forfaits différents. On n'a pas le droit de prescrire à la fois l'oxygène liquide et à la fois les systèmes concentrateurs. Donc, si vous aviez un système de concentrateur et que le médecin change pour de l'oxygène liquide parce qu'on se rend compte que ça suffit pas, le prestataire, légalement, il est dans l'obligation de récupérer les systèmes concentrateurs pour les remplacer par de l'oxygène liquide. Après, on sait, ça arrive souvent,
que les patients veuillent garder les deux parce que l'oxygène liquide, ça a l'avantage de pouvoir fournir beaucoup d'oxygène si on en a besoin, et les concentrateurs, ça a l'avantage de pouvoir se recharger si on part longtemps, le week-end, etc. Donc il y a des prestataires qui sont d'accord pour prêter en fait l'oxygène concentrateur, enfin les systèmes concentrateurs, mais en fait légalement ils n'ont pas le droit de le faire. Normalement c'est vraiment l'un ou l'autre. Donc après c'est vraiment à tester en fonction. Enfin voilà, quand vous venez faire la consultation ou si vous allez chez un kiné ou dans un centre, voir le matériel vraiment le plus adapté à vous. Moi, je peux poser une question? Tout à fait. Rémi? Vous nous dites qu'il faut continuer à avoir une activité physique. Moi, j'aimerais savoir quel niveau d'activité physique on peut avoir. Est-ce qu'il faut se limiter et faire avoir un minimum d'essoufflement? Ou est-ce qu'on peut, quand on était jeune, aller jusqu'au bout de nos capacités? Voilà, c'est une question pour laquelle personne n'a pu me répondre jusqu'à maintenant. Ouais. Alors, c'est un petit peu difficile, évidemment, puisque la limite, forcément, n'est pas la même pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que dans les maladies respiratoires, comme la fibrose, mais de façon générale pour toutes les maladies respiratoires, le problème, c'est que comme on est essoufflé, on va avoir tendance à faire moins d'activité et on va perdre du muscle. Et le fait de perdre du muscle, ça va augmenter l'essoufflement. Et donc, c'est un peu ce cercle vicieux de moins j'en fais, moins je peux en faire, moins j'en fais. Et plus je vais manquer d'oxygène et plus je vais être fatiguée. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'activité physique, c'est un moyen de permettre de ralentir l'évolution de la maladie, au même titre qu'un médicament que vous avalez tous les matins. Il faut rester actif. Après, il faut la faire, cette activité physique, dans les bonnes conditions. Ce qui est recommandé dans la fibrose, c'est de pratiquer une activité physique régulière, mais après ça c'est un petit peu pour tout le monde, de pratiquer une activité physique régulière en cherchant un essoufflement léger à modéré. C'est là où c'est un peu difficile de vraiment vous conseiller, puisque ce seuil d'essoufflement, c'est vous qui allez l'évaluer. Et donc, il ne faut pas se mettre dans le rouge tous les jours. En tout cas, ça n'apporte pas d'effet bénéfique puisque le corps il va se mettre en alerte et il va y avoir des systèmes de stress au niveau des cellules qui font qu'on ne va pas recréer du muscle si on est toujours à fond et toujours en difficulté. Mais il faut quand même ressentir un essoufflement. Il faut qu'on sente quand même qu'on travaille. Après, il faut le faire dans les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il faut avoir une saturation qui est correcte. Ça sert à rien de chercher la difficulté si on est à 85% de SAT, parce que pareil, le corps, il est en stress, il est en alerte, il est en manque d'oxygène, donc on va pas pouvoir recréer du muscle, ça va abîmer les poumons, abîmer le cœur, abîmer les vaisseaux. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut surveiller la saturation en oxygène, il faut tout le temps être au-dessus de 88%, voire au-dessus de 90% dans certains cas. En général, si vous avez fait un test de marche ou une épreuve d'effort ou un séjour en réhabilitation, on va également vous donner la fréquence cardiaque, ce qu'on appelle la fréquence cardiaque cible. C'est en gros la fréquence cardiaque que vous devez viser quand vous faites cette activité. Donc le but, évidemment, c'est pas de rester branché 24 heures sur 24 tout le temps sur son oxymètre, parce qu'au bout d'un moment, on pense plus qu'à ça. Mais tester sur quelques séances, alors soit en autonomie, mais c'est vrai que nous, on conseille de le faire avec un kiné spécialisé ou avec des enseignants en activité physique adaptée. Par exemple, dans le cadre de la fibrose, là, vous avez des associations comme Ciel Bleu qui existent pour avoir un petit peu les valeurs cibles d'oxygène et de fréquence cardiaque. Et ensuite, il faut trouver quelque chose qui vous plaît, parce que sinon, c'est difficile de le tenir dans la durée. Donc, aller marcher, faire du vélo, aller faire du renforcement musculaire, en ayant ces paramètres en tête, c'est-à-dire, par exemple, moi, ma fréquence cardiaque, elle est à 110 battements par minute quand je fais un effort dans la bonne zone, léger, modéré. Donc, il ne faut pas que je dépasse trop, et si je suis à 80 de fréquence cardiaque, peut-être que je peux pousser un petit peu, si mon oxygène est bon et si mon essoufflement est supportable. D'accord. Est-ce qu'il existe des appareils, à part celui qu'on met au bout des doigts, là, pour mesurer l'oxymétrie? Alors après, la gazométrie, ça mesure la saturation, mais évidemment, vous n'allez pas faire une gazométrie à chaque fois que vous faites une séance de sport. Après, il y a différents modèles d'oxymètres de pouls. Vous en avez des petits qui se mettent au doigt, vous en avez qui se mettent à l'oreille, si jamais vous avez des problèmes pour capter les chiffres.
Après, vous avez certaines montres connectées qui donnent aussi la saturation en oxygène, mais pareil, il faut que ce soit, il faut voir si c'est fiable par exemple par rapport à un test de marche que vous avez fait à l'hôpital ou une gazométrie. Mais ouais, après voilà, il y a tous ces sur le téléphone. Enfin, en tout cas, ça prend par capillaire, par lumière au niveau de la perfusion sanguine. Donc, en général, c'est voilà quelque chose au bout du doigt, sur la peau ou à l'oreille. D'accord. Ok, merci. En tous les cas, merci pour votre présentation. C'était super. On nous donne beaucoup de chiffres, mais on ne sait pas souvent à quoi ça correspond. Avec plaisir. Merci Rémi, c'était vraiment l'objectif de cette séance avec Laure aujourd'hui. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'activité physique adaptée. Alors, Rémi est adhérent, mais je voulais juste rappeler que dans l'association, on a le programme à part, activité physique adaptée, qui marche très bien. On a pas mal de membres qui viennent 2 ou 3 fois par semaine. Hein, Jacques, corrige-moi si... Il y a 4 si je sessions me par trompe. semaine. Voilà, donc il y a pas mal de gens qui viennent. Et on a le professeur en direct. Vous pouvez faire votre activité assis, debout. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est très pratique parce que quand on est fatigué, quand on est sous oxygène, tu le disais, Laura, il fait froid dehors, il y a un peu de vent, on est fatigué, on a mal dormi, on a du mal on a passé une mauvaise nuit, etc. L'activité physique adaptée avec l'association permet de se maintenir en forme, de maintenir la régularité et d'être chez soi. Et surtout d'être accompagné avec des patients qui souffrent ou qui ont la même pathologie. Et ça, c'est très intéressant, quoi. Oui. Donc voilà, Rémi. Les séances d'activité physique adaptée qu'on propose au travers de l'association, c'est Ciel Bleu, hein, c'est avec Ciel Bleu. Et elles ont un double intérêt. Le premier intérêt, c'est évidemment de faire de l'activité physique, le maintien de l'activité musculaire, etc. Bon, voilà. Mais c'est un autre intérêt, c'est le lien social. Parce que les gens qui se connectent se retrouvent entre eux régulièrement, ils finissent par choisir tous la même séance Horaire. se retrouver régulièrement, à tel point qu'en général, ils se connectent 5-10 minutes avant pour pouvoir discuter, prendre des nouvelles les uns des autres avant de faire la séance d'appât proprement dite. Donc, Ouais. double Moi, intérêt. je suis encore dans un endroit et un âge où je peux encore faire l'activité physique dehors. Et pour l'instant, je préfère faire l'activité physique au plein air. L'un n'empêche Oui, pas l'autre. mais bien sûr, ça peut être complémentaire aussi, Rémi. Oui, 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 bien sûr. Oui, mais après, Au contraire. j'en fais tellement que ça devient, ça prend tout mon temps. Alors, ménagez-vous surtout, ne vous fatiguez pas. Et puis, sinon, parce que Oui, Laure le disait, hein, il faut rester dans une zone confortable pour vous et ne pas aller endommager autre chose que les poumons. ouais. Parce qu'à force de Jusqu'à ce pousser, que on a tendance à faire ça. Laure nous réponde, je pensais que le fait de faire d'activité fort, à fond, comme vous disiez, je pensais que c'était bénéfique, justement. Ça allait développer les poumons, quoi. En fait, ça dépend dans quelles conditions vous le faites. Si vous allez chercher une intensité forte d'activité physique, Oui. ça peut être bien si votre saturation reste dans les normes. Je ne sais pas si vous avez de l'oxygène à l'effort, mais en tout cas, voilà, ça, il Donc, faut en être sûr. Et si votre fréquence cardiaque reste également dans la norme qui vous est propre, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est difficile de vraiment vous donner des chiffres. d'accord. Après, ce qui est conseillé, en tout cas dans la fibrose, c'est de ne pas être à fond tout le temps, puisque le but, c'est quand même de tenir sur la durée une activité pour qu'elle ait des effets sur le long terme. Ce qui est conseillé, c'est de faire entre 20 et 40 minutes d'activité type endurance. Alors ça, il faut trouver quelque chose qui vous plaît. De la marche, du vélo, du rameur, de l'elliptique, enfin, ce que vous voulez. Mais en tout cas, de faire jusqu'à 40 minutes d'activité, c'est là où on crée de la fibre, c'est là où le muscle vraiment se transforme et va devenir endurant. Après, ce qu'on peut très bien faire, nous, ce qu'on met en place avec les patients, c'est de faire des efforts intenses, mais un petit peu plus courts. Par exemple, monter des escaliers. Vous voyez, c'est quand même assez intense comme effort. Mais on va pas forcément dire à quelqu'un de monter des escaliers à fond pendant 1 heure. Par exemple, on va dire, on fait 5 minutes d'escalier, ensuite on se fait 2 ou 3 minutes de pause ou de marche lente.
Voilà, le but, c'est de varier un petit peu les plaisirs, j'allais dire, mais de Ouais. varier un petit peu les modalités d'entraînement en faisant plus long, mais moins intense. De temps en temps, plus intense, mais entrecoupé de pauses. Voilà, enfin, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il faut pas être dans le rouge tout le temps à chaque entraînement, parce qu'au bout d'un moment, le corps il va se fatiguer et le cœur va forcer, les pressions vont forcer, et en fait, on n'arrive pas à vraiment avoir de bénéfices, quoi. Ok, merci. J'invite Rémi à nos séances de sophrologie, parce qu'on a dans l'association aussi des séances de sophrologie qui sont très, très bénéfiques, qui vous apprennent justement à respirer, à poser votre souffle, à calmer justement le rythme. Et ça reste dans le cadre des activités liées à l'association. D'accord. Et vous êtes la bienvenue, puisque c'est une professeure qui est certifiée, et à chaque fois on est nombreux, donc vous êtes la bienvenue. Ok, ben je vais essayer aussi. Ouais. Si vous Après, voulez, je je sais peux pas vous si envoyer. certains, Pardon, Aïcha. vas-y, je t'en prie. Je disais, je sais pas si certains d'entre vous peut-être participent à la journée de formation qu'on fait à l'hôpital Nord la semaine Ouais, prochaine. moi j'y Et on serai. va ah ben parfait, parce que du coup voilà, Oui, on va plus aborder la notion d'activité physique, d'oxygénothérapie, et Ouais, du coup ce super. sera un peu plus clair, j'espère, et ce sera avec moi aussi. Ah Donc ben, j'espère que ce j'ai sera un peu invité. plus clair aussi la semaine prochaine, ce sera plus détaillé par rapport à ça. ok. C'est vrai Ce sera il y a une journée organisée, donc, comme tu disais, le 5, c'est un vendredi 5, le matin, jusqu'au soir 17h30. C'est vraiment une journée passion. Et en fait, la région PACA, il y a ceux qui sont vers Marseille, et donc qui seront concernés Salon, Montpellier, etc., qui peuvent monter vers Marseille ou qui peuvent être sur Marseille pour cet événement. Et puis, il y a une autre journée qu'on est en train de finaliser avec Pasteur sur Nice, qui aura lieu le 16 octobre. Et ça sera pour la zone plutôt, voilà, Nice, Monaco, et tout ce côté enfin, de la région. Parce que c'est vrai que en étant malade, les gens ont du mal déjà à se déplacer et se déplacer de Nice. C'est pour ça que j'ai sollicité Pasteur pour qu'on puisse avoir aussi une journée patient ici pour les patients qui sont ici. Parce qu'avec l'oxygène, la fatigue et la pathologie qu'on a, c'est difficile de se déplacer. Donc, j'espère que ces deux rendez-vous seront fixés dans le temps et qu'on pourra les renouveler chaque année, quoi, au profit des patients. Très bien. Donc, Rémi, vous êtes dans le 83, vous pouvez participer à cette journée. Ah ben, nous, on n'est pas loin de Marseille. Ouais, ouais. Exactement. Donc, vous Alors, êtes la pour votre bienvenue. information, de Salon, on descend à Marseille, on ne monte pas. Hein. Oui, vous descendez. Exactement. Vous descendez à Marseille. Donc, vous êtes la bienvenue, vraiment. Alors, Jacques, est-ce que peut-être tu avais des questions à titre personnel par rapport à l'intervention de Laure, à la présentation de Laure? Bah, tout ce que je peux dire sur l'intervention de Laure, c'est qu'elle était vraiment très intéressante, très détaillée et parfaitement claire, quoi. Je voulais vraiment vous le féliciter sur cette présentation. J'en ai vu plusieurs. Celle-ci fait partie de mon top 3. Ah. Alors, Laure, on va la garder avec nous. Non, non, vraiment, c'était très intéressant et très clair. Parfait, merci beaucoup. Merci. Laure nous a proposé, s'il y a besoin de rentrer dans les détails dans chaque examen, elle se propose de traiter un sujet après l'autre, si c'est nécessaire, en fonction de vos retours et de vos besoins. Je peux vous poser une dernière question, si on a le temps encore. Oui, dites-moi. Oui, rapidement. Est-ce que cette maladie, est-ce qu'on sait on peut la stabiliser? Est-ce qu'on peut la réduire? Alors, ça, évidemment, ça dépend. Il faut l'évoquer dans les consultations avec avec le médecin qui vous suit. En tout cas, l'objectif des traitements qu'on met en place et de tout ce qui est à côté, l'activité physique, l'oxygène, etc., c'est d'améliorer, si on peut, les symptômes ou du moins de stabiliser. Donc, évidemment, on a des patients on arrive à stabiliser l'évolution de la maladie sur le scanner, sur les EFR, et on arrive à améliorer les symptômes d'essoufflement par l'activité physique et par le fait de refaire du muscle, ou par l'introduction d'une oxygénothérapie qui permet d'être moins essoufflé à l'effort, par exemple.
Après, des fois, malheureusement, malgré le traitement optimal et le patient qui fait tout ce qu'on lui demande, malheureusement, ça arrive que la maladie continue d'évoluer. Mais évidemment, oui, le but, c'est d'améliorer les symptômes et d'au moins stabiliser le scanner, les EFR, etc. Donc oui, c'est le but du suivi médical et du suivi global que vous avez pour la fibrose. Oui. D'accord. Bon, il peut y avoir une issue positive. Alors oui, évidemment, il peut y avoir des choses positives. Après, voilà, on est dans une maladie qui est grave, évolutive, pour laquelle on n'a pas de traitement curatif, c'est-à-dire qu'on va jamais guérir la maladie complètement. Mais évidemment, parfois, et tant mieux, on arrive à stabiliser quand même les choses. Après, ben, c'est voilà, comme toutes les maladies chroniques, parfois ça se dégrade et ça évolue de façon négative aussi.